next to each other. Jeff, how will I make that? Specialist. Bon alors messieurs, votre impression sur cette journée? Vivement que ça commence. Bah, la journée n'est pas commencée. Il faut que ça se termine surtout. On va en parler. C'est ça qu'il faut dire. Après, je parle pas avant. On est dans le timing, c'est bon. Vous avez une accréditation d'abord? Enlevez la caméra, c'est bon. Pierce Brosnan nous a fait l'amitié de nous adresser un petit message écrit à l'occasion de cette journée anniversaire, donc je vais vous laisser découvrir. C'est juste un texte écrit, mais vous le lirez et je pense que ça vous fera plaisir. Voilà, merci à vous. Socinou, tu vas? I'll be back. You'll be back? T'es pas un film à présenter? I'll be back. Non, c'est lui qui présente. Moi, Eclipse, dans la salle, c'est trop lourd. Pourquoi la bande-annonce en premier? Ah, il faut bien teaser un peu l'événement, avec un petit quelque chose qui démarre fort. Voilà. Ce matin, il va y avoir un événement majeur qui va être la projection du film dont vous venez de voir la bande-annonce, qui est une grande première, parce que ce film n'a jamais été projeté dans une salle de cinéma. Moi, je me souviens de son projet, la première fois qu'il est venu me voir, oui, lui, je connais sa thème, il dit « Bon, voilà, je vais faire un James Bond ». Je l'ai regardé, j'ai dit « Merde, encore un ». Et je lui dis « Oui, je suis certain qu'on ferait jamais rien du tout, et puis moralité, on est là aujourd'hui, on va vous montrer un truc ». Moi, il m'épate, ce mec-là, mais il va vous expliquer un petit peu comment il a fait ça. C'est le grand prestige maintenant de recevoir Éric Sotti. Outre tous les gens qui sont cités au générique, je voudrais remercier aussi Isabelle et Olivier du Grand Action qui nous a permis de faire cette projection. C'est la première et dernière fois sûrement que l'univers sera sorti en grand écran. J'étais absolument ravie de vous accueillir, c'est un vrai plaisir, un honneur pour moi de vous voir tous. Je sais que certains viennent de très loin, certains ont même traversé l'Atlantique. Je trouve ça formidable de consacrer tellement de temps et d'énergie à une passion. Et vous menez un combat que nous partageons. Moi, mon combat, c'est la cinéphilie, c'est-à-dire la vision des films en salle. Voir un film, c'est partager son émotion avec son voisin. C'est ce que nous avons fait tous ensemble en voyant ce film. On a ri ensemble, il y avait des private jokes, on a tous apprécié ensemble. Ça, c'est génial, et ça, c'est quelque chose qui ne se vit que dans une salle de cinéma. Merci d'être là. Je vais essayer de me débrouiller, je tiens mieux un volant qu'un micro, mais enfin on va essayer de faire avec. Hein. Le James Bond, c'est une histoire extraordinaire pour moi. Je me demandais à l'époque comment j'arriverais à pouvoir contacter ces gens qui faisaient ces films merveilleux, et je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis un beau jour, je reçois un coup de téléphone. J'étais en Grèce sur un tournage d'un film avec Belmondo, Omar Sharif, Le Casse. Et je reçois un coup de téléphone de M. Pefner pour que je puisse assurer les cascades mécaniques du film Rien que pour vos yeux. J'ai participé à 6 films
6 films, et dans tous ces films, on m'a laissé une liberté totale. J'ai trouvé véritablement un climat extraordinaire de la part de M. Cubi Broccoli. Ça va? Ça va? Attends. Impeccable. On va commencer à faire aussi des photos. Je fais le caissier, ça me va bien, non? Quelquefois, les voyous se barrent avec la caisse. Non, après j'ai fait pour Blanche, qui va arriver vers 13h. Tu veux jamais attendre? Oui, ou tu racontes. Voilà. Alors ça, c'est toute la famille. L'un de mes fils qui conduit et l'autre qui conduit aussi. Blanche va vous faire une petite demi-heure, même pas, de dédicaces et de photos si vous le souhaitez. Et donc, j'appelle, s'il est là, parce que j'ai un peu de mal avec lui en ce moment, Laurent Perriot, qui n'est pas là, donc je vous le ramène tout de suite. Quand je vous dis qu'il arrive, il arrive. Laurent Perriot. Bonjour, vous m'attendiez, c'est très gentil. Vous l'avez surtout connu comme Dolly dans Moonraker. Je vous demande d'applaudir Blanche Ravalec. Merci de ne pas nous avoir oubliés, parce que c'est quand même quelques années, nous, pour Moonraker. Mais apparemment, ça marche toujours bien quand il est diffusé. Toujours autant de spectateurs, donc c'est bien. Et voilà, écoutez... Juste avant qu'on fasse les séances de photos, Oui. est-ce que tu peux nous dire comment, enfin en 3-4 minutes, comment en fait t'es arrivé sur Moonraker et comment t'as été contacté, comment ça a marché Alors c'est assez drôle parce que en fait, à l'époque, je venais de faire un film avec Gérard Houry, La Carapate, qui venait de sortir, et on m'avait mis des couettes là aussi, décidément. Et j'étais pas du tout au courant en fait de ce qui se passait du côté de la production. Moi, j'avais été simplement contactée par un casting qui me convoquait pour un James Bond. Donc déjà, j'étais très étonnée parce que je fais qu'1m60. Je me suis dit, ah bon, James Bond bon. Et puis, après tout, Ursula Andress aussi, mesure 1m60, donc on peut rêver. Donc je suis arrivée là-bas en me disant, bon, je vais me faire un bon brushing, mettre une belle robe sexy, je vais essayer de jouer le jeu. Et puis en fait, quand je suis arrivée au rendez-vous, j'ai en fait discuté avec le producteur, Monsieur Broccoli, 3-4 minutes, et puis il me dit ok, c'est bon, vous le faites. Donc je ne savais toujours pas quoi, on ne m'avait pas dit, mais je savais que je faisais en tout cas quelque chose. Et on m'a embarqué au maquillage et à la coiffure, et là en arrivant, on commence à me tirer les cheveux, alors mon beau brushing terminé, on commence à me tirer les cheveux, à me faire des couettes, et je me suis dit, mais attendez, oui, j'ai dit, attendez, là j'ai dû me tromper de casting, je sais pas, moi je suis venue pour un James Bond, on m'a dit, oui, non mais c'est ça. Et en fait, je me suis ressortie affublée de lunettes et de petites couettes, et là on m'a expliqué vraiment ce que je venais faire, et j'étais ravie parce qu'en fait, c'était très original, et je trouvais que c'était une chance, oui, donc voilà, ça s'est passé comme ça, voilà, et j'étais très contente, et j'ai jamais regretté, voilà. Il est sympa ce montage, hein. Ouais. Qu'est-ce que sur un film comme James Bond, on vous demande à vous, qu'est-ce qu'on exige de vous spécialement? Les critères principaux étaient James qui gagne toujours, belle fille, bel environnement et de l'action. Il n'y avait pas de scénario décrit. Et donc c'était à moi de jouer, à moi de proposer des séquences. Et ces séquences que j'étayais avec des propositions de découpage technique. Donc c'était un travail extrêmement important. Et les scénaristes entraient en jeu après pour, disons, amener les arguments qui correspondaient aux cascades que j'avais proposées. Donc pour moi c'était extrêmement important parce que j'entrais donc dans la réalisation et en même temps dans l'écriture des scènes. Et puis on se revoyait quelques mois après, Festival de Deauville. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Et là en leur disant, est-ce qu'on peut taper dans des camions par exemple? Ah oui, les critères étaient simples.
Oui, c'est une bonne idée parce qu'on n'en voit pas souvent. Alors j'ai utilisé donc ces camions-citernes, donc beau comme un camion. Donc moi par contre ça me servait à dissimuler des systèmes, des choses qui étaient à l'intérieur de la citerne, parce que évidemment avant d'arriver à faire tenir un semi-remorque de 18 mètres de long en équilibre sur le côté, ça nous a demandé quand même plus de 2 mois de travail à l'atelier. Et là, il fallait se garantir de tous les côtés. Alors maintenant, on n'était pas sûr, bien sûr, d'arriver à nos fins. Mais ça, la production a été prévenue. Et pour faire tenir ce camion en équilibre, on se dit, si jamais il y a un problème, il ne faut pas qu'on casse le camion. Et donc on avait mis des leviers de chaque côté, des béquilles, comme des trains d'atterrissage d'avion, des hydrauliques. Il y en avait un sur la citerne et un dans la cabine couchette du tracteur. Et là, en même temps, ces choses-là servaient quand Timothy Dalton était au volant et faisait semblant de conduire le camion. Alors il y avait un poste de pilotage qui était derrière la cabine normale, qui était, où il y avait un de nos pilotes qui conduisait. Alors ça faisait tourner le volant dans les mains de Timothy. Donc ça lui tournait les mains, le levier de vitesse qui bougeait, il n'avait qu'à mettre la main sur le levier de vitesse, et c'est exactement comme si c'était lui qui pilotait. Et maintenant, pour faire les gros plans, c'était extrêmement pratique, parce que quand la caméra était d'un côté, les leviers étaient de l'autre côté, et plan sur plan, quand la caméra passait de l'autre côté, on avait les leviers qui étaient évidemment du côté opposé, et ce qui fait qu'on pouvait aisément tromper le spectateur. On est parti en repérage avec le staff, avec tous les gens concernés, c'est-à-dire le réalisateur, John Glenn, Cubi Broccoli, et véritablement, là, j'avais, c'est pas une impression, c'est une réalité, d'être disons, je passais un examen. Là, j'avais un examen de passage à faire. Et donc, je me méfiais. Puis, il y avait quand même une dizaine de personnes, chefs décorateurs, il y avait vraiment absolument toutes les personnes concernées, en même temps directeur de la photo. Et là, c'était pas rien. J'avais vraiment conscience de jouer mon avenir. Et puis, enfin, ça s'est très très bien passé. Et j'ai fait quelques remarques pertinentes. C'était à Corfou. Et là, il me demande quel type de voiture je souhaitais avoir pour Bond. Alors ils m'ont dit, écoutez, on souhaiterait avoir la voiture la plus ridicule possible, de manière à pouvoir démontrer que Bond, grâce à son habileté, surmontait toutes les difficultés. Et il disait, est-ce que, par exemple, une 2 chevaux Citroën, mais il n'y croyait pas, il dit, vous êtes vraiment libre de votre choix. Alors avec une 2 chevaux véritablement très peu puissante, 32 chevaux à l'origine, c'est pas avec ça qu'on fait des poursuites sensationnelles. Elle leur dit, si, bien sûr, on peut arriver à concevoir des voitures, à les transformer, alors évidemment, non seulement les rigidifier, mettre des sécurités, et en même temps des suspensions qui soient aptes à pouvoir supporter tout ça. Et à la place du moteur de 2 cylindres, on a mis un moteur 4 cylindres, donc sur la voiture, mais ce moteur débordait sur le porte-à-faux avant, c'est-à-dire le moteur était placé au-delà du train avant, ce qui déséquilibrait évidemment la voiture. Alors ce qui fait que la voiture, on ne pouvait jamais tourner avec, on pouvait braquer des roues, ça allait toujours tout droit, donc il fallait véritablement prévoir, et en même temps, quand on freinait très très violemment, l'arrière de la voiture se soulevait. Mais par contre, en accélération, on battait tout le monde. Quand M. Broccoli a dit, alors, et pour les voitures poursuivantes, voilà, on a prévu des Mercedes. Je dis, je verrais plutôt des voitures, un modèle de voiture qu'on maîtrisait bien, des 504. Donc le directeur de production dit non, mais ça, c'est pas possible parce qu'on a un contrat avec Mercedes qui nous cède les voitures gratuitement, qui nous les prépare, etc. etc. Et là, M. Broccoli tourne vers moi et me dit, ça convient une Mercedes ou ça convient pas?
eh bien, ça ne convient pas pour faire ce qu'on a à faire. Alors, on prend des Peugeot. Alors là, évidemment, grimace du directeur de production qui détient les cordons de la bourse, quoi. Mais c'était clair, net, précis, il n'y avait pas à y revenir. Et ils m'ont dit, on a une séquence sur la neige à faire à Cortina d'Ampezzo. Alors, on a déjà notre équipe qui est constituée, qui est faite. Donc, on ne vous engagera pas pour faire cette poursuite. C'était le patron de cette poursuite, c'était Willy Bogner, et donc il l'avait pris, lui, pour faire ces séquences sur neige. Et alors, il dit, si vous voulez, à titre de consultant, on voudrait demander votre avis. Donc on a été, tout en sachant qu'il ne me prenait pas, hein, que je n'avais pas du tout l'assurance de faire un contrat avec eux sur la séquence de neige. On est allé à Cortina d'Ampezzo, et là encore une fois, je leur ai donné mon avis, et en ne sachant pas qui était Willy Bogner, s'il était avec nous, et il était effectivement avec nous. Et quand j'ai vu quand même descendre de pistes noires, descendre de pistes de bob avec des motos, et quand j'ai vu le modèle des motos choisis, qui étaient des BMW, donc des motos quand même très très lourdes, et je dis mais c'est complètement une aberration d'employer ce genre de modèle là. Et je voyais bien un monsieur qui grimaçait, que ça n'avait pas l'air de lui plaire, mais moi je ne savais pas du tout que c'était Bogner et que c'était instigateur de ce choix de moto. Et bon, il dit, qu'est-ce que vous prendriez? Alors bon, je donne un modèle à 4 temps, de manière à ne pas avoir des problèmes d'allumage et des choses comme ça. Et ils me disent, bon, bah, écoutez, on va réfléchir, on va voir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc, à la place de Bogner pour mettre au point ce genre de séquence. Donc pour moi c'était une promotion extraordinaire, et par contre je m'étais fait un ennemi de Bogner. Alors ça s'est arrangé parce qu'après il a fait un film comme producteur et il m'a redemandé. Donc c'est un monsieur intelligent. Il ne fallait pas se tromper et il fallait surtout faire preuve véritablement d'une confiance absolue. Alors tout ça, bon ben voilà, je ne suis pas trop mal tiré, et puis ça a marché. D'ailleurs j'ai récolté un award à l'occasion de ce premier film, Rien que pour vos yeux. Alors, merci. Alors, Moonraker, ça marque aussi beaucoup visuellement par le gigantisme. C'est l'émotion. Il y a aussi autre chose qui m'a impressionné, c'est la grande courtoisie de notre producteur, Monsieur Broccoli. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un avoir autant le souci de l'autre et prendre la peine de venir dire bonjour à chacun, qu'il s'agisse de la star de son film ou de n'importe quel technicien travaillant pour l'équipe, disant bonjour à tous, si on avait besoin de lui parler, accessible et ouvert à entendre chacun. Moi j'ai le chapeau, parce que en plus un film avec un budget pareil, à gérer autant de monde et autant de choses, de soucis, de contraintes, je trouve admirable qu'on puisse rester disponible, courtois, bien élevé, chaleureux, parce que c'est un homme qui avait le sens de la famille et qui, pour lui, ses équipes, c'était ses petits. J'en garde encore un souvenir très vivace, et ça m'a permis de prendre avec beaucoup de recul les humiliations, les mauvais comportements qui ont suivi après, au cours de la carrière. Et donc ça fait que finalement, rien ni personne n'a pu entamer mon enthousiasme, parce que j'avais fait grande provision de belles choses et de qualité humaine. Voilà. Vous avez aussi tous les deux tourné avec Roger Moore. Et il paraît que Roger Moore sur un plateau, c'est quand même quelque chose. Donc je révèle votre sentiment à tous les deux. C'est moi qui commence, Blanche, je suis désolé. Hein. Mais Roger Moore, c'est vrai, c'est le vrai gentleman. Hein. Parce que je me souviens qu'à Corfou, il me dit un jour, il dit, tiens, tu sais pas, hier j'ai mon fils Jeffrey, qui devait avoir, je sais pas, 14 ans à l'époque, qui me dit, tiens papa, j'ai vu un James Bond hier, avec le vrai James Bond, c'est Sean Connery.
Et Roger se tapait sur les cuisses, ça l'avait fortement amusé. Un jour, le bulldozer qui était destiné à faire la place propre parce qu'il y avait de la neige sur la glace, eh bien, il s'est retrouvé dans le fond du lac. Quand on est arrivé, alors le premier jour, il y avait un monde fou à Épinay, dans les studios, et puis le lendemain, j'ai pas tourné, et le troisième jour, je tournais. Et quand je suis arrivée, quelqu'un m'attendait à l'arrivée et me dit vous me suivez. Alors je me suis dit on est ce qui se passait et on passe devant la loge où on était tous et il continue. Je lui dis mais non mais moi là il faut que je m'arrête là parce qu'on m'attend. Il me dit non vous me suivez, etc. Et donc je l'ai suivi et je me suis retrouvée à l'étage devant les loges alors je vois Roger Moore, Lois Charles, Michael Lansdale, Richard Kiel et je vois Blanche Ravalec. Je dis, c'est la surprise du jour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, incroyable. Alors j'avais ma loge, alors là, je peux vous dire que là, j'ai dégusté aussi, j'ai regardé, j'ai touché tout et tout, c'était la première fois. Et en fait, Broccoli avait vu les rushs de la première journée de tournage. Il avait vu probablement, lui, ce qu'on pouvait tirer de ce personnage, peut-être plus qu'il n'avait imaginé. Et puis ça leur a plu. Et du coup, il a considéré que non, moi, il fallait me mettre là avec les autres. Et du coup, j'ai eu 22 jours de tournage. Donc on a agrandi mon rôle grâce à ça, c'était génial, mais ça venait de lui, parce qu'après tout il est obligé de me mettre dans une loge, j'aurais très bien pu faire 21 jours de tournage en restant dans l'autre loge, mais voilà, c'était le tact de cet homme, il avait le geste systématiquement, et de même que quand après on a fait la promotion partout dans le monde, et que comme après les premières projections aux États-Unis, il s'était rendu compte que le couple fonctionnait bien. Ils m'ont proposé de participer à cette promotion dans le monde entier, et ce que je me suis empressée d'accepter évidemment. Et là, j'ai vu que Richard Kiel emmenait sa femme, Roger Moore emmenait sa femme, et moi, on ne me demandait pas si j'avais quelqu'un à emmener. Alors, je n'étais pas mariée à l'époque, j'avais un fiancé, et je me disais quand même, c'est une aventure formidable. Moi, j'aimerais bien aussi faire tout ça à deux. Et bien évidemment, je n'y avais pas droit. Alors, je suis allée voir Cubby Broccoli. Et je lui ai dit, ben voilà monsieur, c'est la chance de ma vie de faire des voyages pareils, ça se reproduira sûrement pas demain, et je vais bientôt me marier, et ce serait un beau cadeau que je pourrais faire à mon fiancé si je pouvais l'emmener partout et tout. Il m'a dit, ça vous fait plaisir? Oui. Eh ben c'est parfait. Et on l'a emmené partout. Mais c'est génial, cet homme-là a été un prince, c'est formidable. Est-ce que dans votre vie privée, vous avez déjà eu des accidents? J'étais en Italie, dans les Apennins, en montagne. J'entrais dans un tunnel. Bon, faut que je vous donne les détails. J'entrais dans un tunnel en courbe. Et de ce côté de la montagne, il faisait un temps, disons, gris, mais acceptable, il n'y avait pas de problème. Et en sortie de tunnel, il y avait une précipitation de grêle. J'ai fait un bond de 47 mètres sans toucher terre, puis une boucle de 20 mètres et après 150 mètres de tonneaux frontaux. Un record battu. Alors là, pas de caméra, pas de chèque, rien, enfin, de désastre total. On est vraiment très touchés de vous avoir eu avec nous. Moi, je veux ma photo tout à l'heure aussi, puis ma dédicace, parce que j'ai rien eu du coup, mais bon, personne ne s'occupe de moi, c'est pas grave. Donc, elles sont là, ils sont là. Mariam Dabo, notre marraine. Caterina Murino. Et last but not least, Richard Samel. Je suis ravie d'être ici avec vous et partager avec vous cet amour et cette folie. Merci. C'est formidable d'avoir cet accueil et merci, et on est là pour vous, ce que vous voulez. Bonjour, d'abord,
Pour moi, c'était vraiment deux années assez exceptionnelles pour ceux qui sont de Paris ou qui sont français ou qui habitent ici. Vous savez, j'ai eu la chance de faire d'abord l'année précédente à James Bond, une James Bond comédie, OSS 117, qui a très bien marché. Et le hasard, la bonne étoile a voulu que l'année d'après, j'ai joué dans le vrai James Bond. J'ai découvert, comment dire, comme une famille en fait, parce que toute cette histoire des James Bond Club, des fan clubs, etc., c'est une belle chose. On sait que c'est un mythe, on sait que c'est entretenu, mais ce que vous dégagez par cette passion, pour moi, ça a à faire avec l'amour pour le cinéma, l'amour d'une communauté aussi. Et je me sentais vraiment adopté par une famille qui partage un amour, une passion pour quelque chose qui est James Bond. J'étais très très touché par ça. Il y a des horaires absolument hallucinantes. Et je me rappelle à Pinewood où j'ai eu des convocations à 5h du matin. Certes, on vient vous chauffer. La scène du cheval. Voilà. Alors, La scène du cheval, j'étais réveillée à 4h. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir adopté. Longue vie à James Bond. Quand j'ai fait The Living Daylights, tu n'es pas joué, c'était le dernier film que Camille Broccoli a vraiment produit, était là physiquement sur le tournage. Et Barbara a exactement le même âge que moi, et je crois qu'elle a eu son premier titre sur le James Bond of Associate Producer. Et elle avait un talent naturel. Quand elle vivait dans le désert au Maroc, on a tourné pendant 6 semaines, je crois, si je me rappelle bien, à Ouarzazate, et il y avait souvent des gens qui étaient malades, etc., dans les villages, tous les Marocains, tout ça. Et Barbara, elle faisait tout. Elle était nurse, elle s'occupait de tout. Elle a un talent extraordinaire. Elle est très humaine et en même temps, elle comprend le métier de producteur. Moi, je veux dire un mot aussi sur Barbara Broccoli. Parce que moi je n'ai pas eu la chance de connaître Albert. Et c'était une rencontre magnifique avec Barbara parce que, comme a dit Myriam, c'était une famille. C'est une famille, Barbara Broccoli m'a accueillie comme si j'étais sa sœur, sa fille. J'ai passé 6 mois de ma vie entre les tournages et la promotion de James Bond à tout le monde. Ma mère était avec moi. Et comme tu as dit, elle faisait tout. Faisait celle qui prenait ma valise, et c'est la productrice, celle qui cherchait mon sandwich. Et surtout, j'étais très malade à Berlin. J'ai commencé par donner moi vomisser à 10h du matin parce que mon corps s'est refusé entre tous les voyages que l'on faisait. Et est venu un médecin me faire une piqûre. Et moi, à 5h, je dois prendre l'avion pour faire de Berlin à Londres. Et le lendemain matin, partir de Londres à Japon. J'avais rendez-vous avec ma mère à Londres. Donc à 10h, j'ai commencé à se sentir très très mal. Je ne pouvais pas être debout. Donc on a annulé tous les interviews avec tous les journalistes allemands. Et à midi, est venu me faire une piqûre le médecin parce que je dois absolument prendre l'avion à 5h. Et le médecin, il a dit il faut qu'elle mange à chaque heure un peu de thé, un peu de pain. Baba est en train de faire les interviews et à chaque heure, elle laissait les interviews et elle n'a pas demandé à quelqu'un d'autre, c'est elle qui venait dans ma chambre et me donnait du pain et du thé. Je me rendormais 1h, à 2h, à 3h, à 4h. 4h, il vient, il me dit tu prends la douche, laisse la porte ouverte et moi je te fais les valises. Donc c'est Barbara Broccoli qui était assise sous mes valises pour faire mes valises. Et c'est elle c'était elle à côté de moi comme ma mère. Et ça, je ne sais pas quel producteur hollywoodien peut faire ça. La production a cru important pour moi de connaître les autres acteurs, de faire connaissance avec les producteurs, avec le réalisateur, de faire l'essayage des costumes séparés du premier jour de tournage. Donc ils organisent tout cela. J'arrive à Prague, une fois sur le set, je suis accueilli par une jeune femme qui me dit je vais vous montrer vos loges, et puis ensuite, do you need anything, you want a coffee, you want a tea. Elle m'amène voir les producteurs, elle m'amène voir le réalisateur, elle me montre tout le set, tous les différents lieux de décor et tout ça. Et donc on passe comme ça 2 heures magnifiques, je parle avec tout le monde, je rencontre les acteurs,
Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne sais pas qui c'est. Et je lui ai dit, mais who are you? Et elle a dit, oh, excuse me, I'm Barbara. Elle avait complètement oublié de se présenter, mais justement rien dans son comportement ne laissait deviner qu'elle soit quelqu'un d'important. Ça, c'est la James Bond. Et ça, c'est vraiment... là, j'ai eu un des meilleurs chocs humains de ma vie. En ce qui concerne Daniel Craig, je me suis d'ailleurs naturellement intéressé à ces films quand je savais que je vais tourner dans le James Bond. Et j'ai découvert un acteur, je ne le connaissais pas avant, j'ai vu Layers Lake, j'ai vu quelques petits films et je me suis rendu compte que c'était un très bon acteur. J'ai surtout vu Munich avant et je me suis dit, ah, celui-là, waouh, ça c'est quelqu'un qui transcende, qui dégage. Mais il avait plutôt l'air de quelqu'un qui pourrait faire le méchant de James Bond, plutôt un russe méchant dans James Bond que James Bond lui-même. Et donc j'ai parfaitement compris la peur que certains avaient par rapport à la cassure que cela pourrait apporter. Maintenant l'anecdote, j'arrive donc sur le set au moment où Daniel tourne et je l'ai vu travailler avec Martin Campbell, le réalisateur, et j'ai vu donc, puisqu'il y a la combo, où on peut voir en immédiat ce qui est filmé. Et il y avait une action, peu importe laquelle, où Daniel jouait d'une certaine manière et Martin Campbell lui disait « Give me a little bit less ». Faisons un petit peu moins. Donc Daniel a refait la scène et c'était effectivement un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais à peine. Et qu'est-ce qu'il dit Martin Campbell? If you can do it in between. C'est-à-dire un tout petit peu plus. On parle là, naturellement, c'est un langage de comédien, c'est-à-dire c'est au niveau de l'expressivité, ne pas trop être over the edge ou ne pas trop sous-jouer. Et la troisième prise, il a fait exactement entre les deux prises. Il n'y avait pas beaucoup de place pour faire entre les deux. Mais Daniel a fait entre les deux. Et Martin Campbell, that's it. C'est comme ça que j'ai rencontré Daniel Craig et je me suis dit, voilà, là on va avoir aucun problème, on va avoir que du bonheur, parce que ça c'est d'un professionnalisme à tomber par terre. Voilà la deuxième anecdote. Jusque les jours avant de faire mon casting pour James Bond, je suis tombée du cheval. Je me suis cassé une côte et déplacer les bassins à droite. Donc, bourré des médicaments et des cortisone, je suis allée faire ce casting. Sincèrement, c'est impossible que je choisisse moi parce que je suis arrivée comme ça. Bonjour, je suis la James Bond girl, bonjour. Et donc, ils ont demandé qu'est-ce que j'ai eu, la directrice du casting, et j'ai dit je suis tombée du cheval. Elle m'a rien dit. Je fais les castings totalement bloquée, assise, j'ai bougé seulement les yeux parce que j'étais totalement paralysée. Donc j'étais en train de faire un autre film, je suis guérie, tout va bien. Au bout d'un mois, il m'appelle pour prendre les rôles. J'ai lu le scénario, comme vous avez vu le film, 120 pages de scénario, l'unique cheval, c'était moi. Et pas après un an, mais c'était après un mois. Donc je parle avec Barbara et savait exactement mon accident. Et surtout la peur que j'avais des chevaux après l'accident. Et donc il m'a dit t'inquiète. Donc vous connaissez mon rôle, Solange il n'y a pas un grand rôle, j'ai tourné en une semaine. Ben, elle, il m'a tenu aux Bahamas un mois, il m'a donné les plus grands maîtres chevaliers pour apprendre à monter bien un cheval. Pour la scène que vous connaissez, c'est environ 20 secondes, 10 secondes. Et il m'a fait monter 2 heures par jour pendant un mois. Et a mis la scène du cheval à la fin du mois, jusqu'avant de partir, toute l'équipe du Bahamas. Donc bien sûr, c'est une production qui a beaucoup d'argent, mais je ne sais pas quelle productrice pourrait faire ça. Quelle productrice pourrait quand même dépenser beaucoup d'argent pour 3 secondes et demie. Il pourrait prendre une autre actrice qui n'avait pas peur des chevaux. Et puis il a pris moi, après un accident, et surtout en faisant rester un mois aux Bahamas, et me payant surtout un professeur très cher pour m'apprendre à monter le cheval. C'est une autre anecdote. Et Daniel, c'était moi aussi, avant de commencer à faire James Bond, je suis allée voir Munich. Je suis sortie du cinéma terrifiée. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai un monstre en face de moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre une petite cravate à côté de lui. Et je suis arrivée là-bas.
Je l'ai connu à Prague, c'était super adorable. J'ai tourné avec lui, il était vraiment extraordinaire, très humain, très proche de moi, surtout parce que j'avais tout le temps les coachs d'anglais avec moi, donc c'était très important pour l'accent, pour être compréhensible. Et il avait beaucoup de patience, il m'aidait beaucoup, il était vraiment très très proche. Et j'ai vu, comme tu as dit, un extrême professionnalisme et surtout il était beaucoup concentré parce que quand j'ai tourné, c'était au début du tournage. Donc ils ont commencé à fin janvier et moi je suis arrivée à fin février, donc c'était vraiment au début du tournage. Et il était assez stressé parce que tous les tabloïds anglais étaient vraiment contre lui. Et ça m'a impressionné beaucoup parce que moi j'ai tourné un mois à Bahamas, et ils ont continué et moi je suis partie en Jamaïque pour faire une conférence de presse avec Richard Branson et Chris Blackwell pour voir les centres, aidez-moi en Jamaïque, GoldenEye, merci. Et donc on avait une conférence de presse, moi et les deux messieurs à côté de moi, et tous les journalistes anglais. Les questions c'était seulement contre Daniel. C'était vraiment en train de les tuer. Et j'ai dit, mais attendez, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Et pour moi, comme vous avez dit, il a donné une modernité à James Bond, et surtout, il a donné un côté humain qui est, si moi je veux me permettre, pour le peu que bien sûr je ne connais pas James Bond aussi bien que vous, mais une humanité qu'il n'avait jamais vue dans James Bond, et surtout, il a, pour la première fois, on sait que 007, il a la licence de tuer, mais pour la première fois, quand Daniel rencontre Eva au début des escaliers, en train de tuer quelqu'un, on regarde dans ses yeux si c'est tuer quelqu'un ou si avec la licence de tuer c'est juste. Donc c'est une humanité et un sens de la justice qu'il n'a jamais vu dans James Bond et c'est pour ça qu'il a rendu très proche de la réalité d'aujourd'hui et pas en faire un héros mythique et en plastique. C'était quelqu'un qui a donné une humanité extraordinaire et seulement un acteur comme Daniel, je pense, qu'il pouvait donner ça. Ces gens sont d'une telle humanité que pour eux, on se défonce, mais alors complètement. Moi, j'ai une toute petite anecdote aussi sur un film Permis de tuer, License to Kill. Il y a une séquence délicate avec un camion semi-remorque, un gros truc de 18 mètres de long. Et moi, j'étais coordinateur, et puis en même temps, j'écrivais les scènes et donc, je ne devais absolument pas m'exposer. Mais à chaque fois, j'ai besoin de faire quand même un truc pour d'abord démontrer à mon équipe que je suis toujours là. Et puis, c'était quelque chose d'excessivement difficile. Il s'agissait avec le camion qui avait les pneus, la remorque qui avait les pneus crevés, d'arriver au bord d'un ravin, de le mettre en travers comme ça, avec l'arrière du camion qui dépassait de la montagne. Je fais. Et j'arrive une première fois, c'était pas suffisamment loin, et je fais une deuxième fois où c'était un petit peu limite, et là je vois arriver Barbara en furie, parce qu'elle s'était aperçue que c'était moi qui étais monté dans le camion. Et elle ne voulait pas que vous soyez en tout elle dit non, c'est seulement ce qui est permis de tuer, c'est James, c'est pas le producteur. Elle m'a viré du camion et dit je ne veux plus vous voir. Moi, c'est moi qui devais guider comment on appelle ça, l'étui du violoncelle en descendant la piste. À côté, il y avait le ravin, et en bas, il y avait l'équipe à droite de tournage. Donc, il fallait que je garde l'étui droit, et Tim était plus lourd que moi, et on avait tendance à zigzaguer sans arrêt. En plus de ça, ils avaient mis on a l'impression qu'on est mitraillé des espèces de petits pétards quand on passait. Moi j'ai une phobie des pétards, tout ça, des coups de feu. C'est parfait, j'avais un rôle parfait parce que je jouais une violoncelliste. Je prenais aussi les cours de cheval. J'avais commencé 5 semaines avant le tournage. Ça j'ai adoré le cheval. Mais c'est le cheval et le violoncelle. Donc j'avais les cuisses qui me faisaient mal et le dos qui était comme ça. Je voudrais savoir il y a une prime particulière quand on est une jeune actrice et qu'on doit faire une cascade en embrassant un géant qui a une mâchoire métallique. On doit lui faire un French kiss. Écoutez, la prime, c'était d'avoir le plaisir d'être dans ses bras. Vous imaginez le plaisir d'être dans les bras de Daniel Craig, par contre.
Mais en fait, Très dur, hein. Très dur, hein, vous imaginez. Bienvenue, je suis très heureux de vous avoir tous ici. C'est l'anniversaire du club. Vous êtes là. Alors, il y a Elie, mon fils, c'est les prérogatives du trésorier, qui va vous donner quelque chose. Et ça lui coûte beaucoup parce qu'il est très timide. Viens, Elie. On applaudit Elie parce que... Allez, viens. À Katrina, tu peux lui faire la bise. Plus tard, tu me remercieras. Et puis, encore 2 petites secondes. Tiens, tu peux rester là, Elie. Tiens, 2 petites minutes. C'est le combienième anniversaire? 10e. 10e. Je ne fais pas. Hein. Oui. Pour le 10e anniversaire, vous n'êtes pas sans savoir, tous membres du club français et les présidents européens, les présidents européens qui sont là, on a quand même une belle brochette. Vous n'êtes pas sans savoir que Marianne est la marraine du club, donc il nous semblait logique qu'elle souffle les bougies du gâteau d'anniversaire. Merci Marianne. Luc, tu as fait les gâteaux, j'ai passé la journée d'hier à... Vous chantez avant? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Attention les photographes. Eh oui. Le gâteau sont édité en vrac. Information capitale. Toutes les affaires. Vous reviendrez tout à l'heure vers 17h dans cette salle. À tout de suite, merci. Une surprise. D-H-I-B-A-U-T. Pour le papa. Bonjour Frédéric. Frédéric. C'est l'autographe. Merci. Alors le petit mot il va être très simple. Il est 4 heures, normalement dans 2 heures c'est terminé. Et heureusement, parce que putain je n'en peux plus. Alors pour les 20 ans, on va trouver un autre président, on va faire complètement autrement. D'accord? Complètement autrement, mais ce sera un autre président. Moi je serai là avec ma vieille canne et tout, je viendrai raconter que oh, il y a 10 ans on avait fait venir des actrices et tout. Ah mais là j'en peux plus, je n'en peux plus. Mais en tout cas on s'est bien marié. On s'est bien excité.